Tout le monde connaît Dahmer, tout le monde connaît Bundy. On vous a montré leur visage des centaines de fois, on a fait des séries sur eux, des documentaires, des films. Mais ce soir, on parle des autres. Ceux que les médias ont ignorés, ceux que les gouvernements ont cachés. Ceux qui ont tué 2 fois plus, 3 fois plus et dont vous n'avez jamais entendu le nom. Pourquoi? Bonne question. Et c'est exactement ce qu'on va explorer. Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous mettre mal à l'aise. 4 tueurs, 4 pays différents, des centaines de victimes oubliées, et une seule question qui va rester dans votre tête jusqu'à la fin. Comment est-ce possible qu'on n'en parle pas? Crazy True Fact, on vous dit ce que personne d'autre ne vous dit. Le pays est en guerre contre lui-même. Pablo Escobar fait exploser des voitures piégées à Bogota. Les FARC contrôlent des régions entières. Des milliers de personnes meurent chaque année dans une violence que le monde entier regarde de loin. Personne ne regardait lui, personne ne le voyait venir, et c'est exactement comme ça qu'il opérait. Luis Alfredo Garavito Cubillos, né le 25 janvier 1957 à Génova, dans le département du Quindío, Colombie, issu d'une famille pauvre de 7 enfants, dans une région rurale sans perspective. Son enfance est marquée par la violence domestique, les abus physiques répétés de son père, et selon ses propres déclarations recueillies par les enquêteurs colombiens, des abus sexuels commis par des voisins entre ses 8 et ses 13 ans. À l'âge adulte, il devient vendeur ambulant. Il se déplace constamment d'une ville à l'autre, pas de domicile fixe, pas d'attache. Invisible dans un pays où des millions de personnes vivent exactement comme lui. Parfois, il se déguise en moine franciscain. Parfois en travailleur social, parfois en simple mendiant qui offre de la nourriture. Un caméléon, un fantôme, un homme que personne ne remarquait 2 fois. Ces victimes ne sont que des enfants des rues, des garçons entre 8 et 16 ans, issus des couches les plus défavorisées de la société colombienne. Des enfants que leur famille cherchait, oui, mais que la police, débordée par la guerre contre les cartels, ne priorisait pas. Il les approche avec de la nourriture, quelques pesos, une promesse de travail, il prend le temps. Il parle, il gagne la confiance. Puis il les emmène dans des zones isolées, collines, bois, périphéries de villes. Entre 1992 et 1999, son territoire s'étend à travers une douzaine de départements colombiens. Pereira, Tunja, Bogota, Armenia, Villavicencio. Il se déplace en bus, en stop, à pied. Les enquêteurs retrouveront plus d'une vingtaine d'alias différents utilisés pour louer des chambres ou acheter des billets. En 1997, des ossements commencent à apparaître. D'abord dans les collines de Pereira, puis dans d'autres régions. Les corps sont retrouvés dans un état similaire, même méthode, même profil de victime. Mais la dispersion géographique est telle que les autorités locales pensent avoir affaire à plusieurs criminels différents. Ce n'est qu'en avril 1999 que tout s'effondre. Garavito est arrêté à Villavicencio, non pas pour ses meurtres, mais pour une tentative d'agression sur un enfant. Lors de sa garde à vue, les enquêteurs trouvent sur lui des carnets, des listes, des notes écrites à la main. Quand ils commencent à recouper ces informations avec les dossiers ouverts dans tout le pays, la réalité les frappe de plein fouet. Un seul homme, partout, tout ce temps. Sous pression, Garavito avoue, progressivement, méthodiquement. Il guide lui-même les enquêteurs vers les sites. 138 meurtres sont officiellement confirmés. Certaines estimations internes de la police, jamais totalement rendues publiques, évoquent un chiffre pouvant dépasser 300 victimes. Pour vous donner l'échelle de la chose, les juridictions colombiennes ont compilé une peine brute théorique de plus de 1853 ans de prison. Oui, 1853 ans. Le FBI le répertorie officiellement comme l'un des serial killers les plus meurtriers de l'histoire documentée. Pas dans un forum internet, dans leurs archives officielles. Et maintenant, la partie qui va vraiment vous mettre en colère, en Colombie, au moment des faits, le code pénal plafonnait les peines à 40 ans d'emprisonnement maximum, quelle que soit la gravité des crimes. Ce n'est pas une rumeur, c'est la loi colombienne telle qu'elle existait à cette époque. Garavito coopère avec la justice. Il aide à localiser des corps. Il donne des informations. En droit colombien, cette coopération est un facteur de réduction de peine. Résultat, sa peine effective est réduite à environ 22 ans. Il est incarcéré depuis 1999. Les autorités colombiennes ont résisté à plusieurs demandes de libération conditionnelle sous une pression populaire massive. Mais légalement, rien ne garantit qu'il restera derrière les barreaux indéfiniment. La Colombie a durci sa législation depuis. La Constitution a été amendée pour permettre des peines plus lourdes dans les cas de crimes contre des enfants. Mais ces modifications ne s'appliquent pas rétroactivement à Garavito. 138 enfants, potentiellement 300, et une loi qui ne savait pas quoi faire d'un homme pareil parce qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il puisse exister.
En prison, Garavito a accordé des interviews. Il a parlé de se réinsérer. Il a même évoqué vouloir faire de la politique pour défendre les droits des enfants. Oui, vous avez bien entendu, l'homme qui a tué au moins 138 enfants a parlé de défendre les droits des enfants. Cette déclaration a été rapportée en 2006 par le journal colombien El Espectador. Elle a provoqué un tollé national et un silence quasi total en dehors de la Colombie. 138 enfants assassinés, 22 ans de prison, 22 ans. C'est ce que vaut la vie de 138 enfants aux yeux de la loi colombienne. Vous appelez ça comment, vous? Écrivez votre réponse en commentaire. Je lis tout. Et le prochain sur cette liste, c'est pire. Parce que lui, c'est son propre gouvernement qui l'a laissé tuer pendant presque 12 ans. Le régime communiste vous répète chaque jour que vous vivez dans le pays le plus parfait du monde. Pas de criminalité, pas de perversion, pas de monstres. C'est ce qu'il disait. Pendant ce temps, dans la ville de Rostov-sur-le-Don, il chassait. Andrei Romanovitch Chikatilo, né en 1936 en Ukraine, dans une famille dévastée par la famine stalinienne. Sa mère lui racontait que son frère aîné avait été kidnappé et dévoré par des voisins affamés durant la grande famine de 1932. Vrai ou faux? Aucun document officiel ne confirme l'existence de ce frère. Cette image va le hanter toute sa vie. Adulte, il devient instituteur, marié, père de famille, membre du Parti communiste, le citoyen modèle, le collègue discret, l'homme en qui on a confiance. C'est exactement derrière ce masque qu'il a pu sévir pendant plus d'une décennie. Le 22 décembre 1978, à Shakhty, Chikatilo commet son premier meurtre confirmé, la petite Lena Zakotnova. Pour ce crime, un homme, Alexandre Kravchenko, est arrêté. Il confesse sous la contrainte, probablement sous la torture. Il est jugé et exécuté par l'État soviétique en 1984. Chikatilo, lui, est déjà ailleurs. Tout au long des années 80, les corps s'accumulent dans les forêts autour de Rostov. Femmes, enfants, adolescents, retrouvés atrocement mutilés. En 1984, la police l'interpelle une première fois. Il a un couteau dans sa sacoche, il a du sang sur lui. Mais une erreur médicale monumentale le libère, Chikatilo est un non-sécréteur. Une anomalie biologique qui touche seulement 2% de la population et qui fait que son groupe sanguin ne se détecte pas dans ses fluides corporels. Les experts le croient innocent. Il repart libre et les meurtres reprennent de plus belle. Le 6 novembre 1990, il est repéré près d'une gare, se comportant de manière suspecte. La police le note, le surveille. Le 20 novembre 1990, après 12 ans de traque, il est finalement arrêté. Dans sa sacoche, un couteau, de la vaseline, une corde, les mêmes objets qu'en 1984. Lors des interrogatoires, il avoue d'abord 56 meurtres. Après vérification, 52 sont officiellement retenus. Certaines sources russes, dont des rapports internes jamais totalement rendus publics, évoquent un bilan pouvant atteindre 65 victimes. Mais voici ce que les documentaires classiques omettent. Le régime soviétique a activement entravé l'enquête. Pourquoi? Parce qu'admettre qu'un tueur en série sévit en URSS, c'était admettre que le système communiste avait échoué, que le paradis prolétarien produisait des monstres comme les autres. C'était politiquement inacceptable. Les rapports ne circulaient pas entre les régions, chaque meurtre était traité comme une affaire isolée. L'État a préféré protéger son image, quitte à laisser un monstre errer dans les bois, quitte à exécuter un innocent à la place du vrai coupable. Le procès s'ouvre en avril 1992. Chikatilo est placé dans une cage en métal pour le protéger de la foule qui veut le lyncher. Il se comporte de manière erratique, simulant une folie que les psychiatres ne valideront jamais. Le 14 février 1994, il est exécuté d'une balle derrière l'oreille à la prison de Novotcherkassk. 52 victimes, 12 ans d'impunité, un innocent sacrifié, et un régime qui a préféré laisser la mort frapper plutôt que d'admettre la réalité. Ce qui me révolte, ce n'est pas seulement l'homme, c'est le système, c'est l'orgueil politique qui a sacrifié des dizaines de vies. Et vous? Ce qui vous révolte le plus dans cette histoire, c'est Chikatilo, c'est l'État soviétique, ou c'est l'innocent exécuté à sa place? Dites-le moi en commentaire. Le pays est en pleine guerre froide, Nixon démissionne. Le Vietnam traumatise une génération entière, et dans les rues de Los Angeles, de Miami, d'Atlanta, un homme se déplace, en silence, sans laisser de traces, pendant presque 40 ans, et quand le FBI a finalement découvert la vérité, ils n'en revenaient pas eux-mêmes. Samuel Little.
Né le 16 juin 1940 à Reynolds, Georgia. Enfance chaotique, élevé par sa grand-mère dans l'Ohio après avoir été abandonné par sa mère. Premier délit à l'adolescence, premières arrestations dès ses 16 ans, cambriolage, agression, fraude. Tout au long des années 60, 70, 80 et 90, il est arrêté plus de 25 fois dans 11 États américains différents, avant même d'avoir 35 ans. Cambriolage, agression, tentative de viol. Il fait des séjours en prison, il ressort, il recommence, la police le connaît, le système judiciaire le connaît, personne ne faisait le lien parce que personne ne cherchait vraiment. Sa méthode est simple et brutale. Il cible des femmes en situation de vulnérabilité extrême, sans domicile fixe, toxicomanes, prostituées, femmes en marge de la société. Des femmes que les services de police de l'époque enregistraient souvent comme des overdoses, des accidents ou des causes de mort indéterminées. Pas d'armes, pas de couteau, pas de pistolet. Samuel Little tuait à main nue par strangulation. Ce détail est crucial, parce que la strangulation laisse des traces subtiles sur un corps. Et dans les années 70 et 80, les instituts médico-légaux américains, surtout dans les comtés pauvres, mal financés, n'avaient ni les moyens ni la formation pour systématiquement détecter ces traces sur des femmes marginalisées. Résultat, des dizaines de meurtres classés comme morts naturelles ou causes inconnues, des dossiers fermés, des femmes enterrées sans que personne ne pose vraiment de questions. Il se déplace constamment entre les États Californie, Texas, Floride, Ohio, Mississippi, Louisiane, jamais assez longtemps au même endroit pour déclencher une enquête sérieuse. En 2012, il est finalement arrêté à Louisville, Kentucky, dans un refuge pour sans-abri pour possession de drogue. Un test ADN de routine le relie à 3 cold cases de meurtre en Californie datant des années 1980. Il est extradé, jugé, condamné en 2014 à la prison à vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, un Texas Ranger nommé James Holland lui rend visite en prison. Il veut élucider un meurtre non résolu au Texas. Little accepte de parler en échange d'un simple transfert de cellules. L'homme qui a tué pendant 35 ans a livré ses secrets pour changer de prison. Et il ne s'arrête plus. Il avoue 93 meurtres commis entre 1970 et 2005 dans 19 états différents. Il donne des détails que seul le vrai meurtrier pouvait connaître, description physique précise des victimes, lieux exacts, dates approximatives. Les agents du FBI vérifient, recoupent, confirment. En octobre 2019, le FBI publie une déclaration officielle. Samuel Little est reconnu comme le serial killer le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. 93 meurtres avoués, plus de 60 officiellement confirmés. Ce document est consultable sur fbi.gov. Ce n'est pas une théorie, c'est une déclaration officielle du bureau. Mais voilà la question qui doit vous tenir éveillé la nuit. Comment un homme arrêté plus de 25 fois a pu tuer 93 personnes sur 35 ans sans que personne ne fasse le lien? La réponse est aussi simple que révoltante. Ces victimes n'étaient pas considérées comme des priorités. Dans les années 70 et 80, les départements de police américains appliquaient souvent, sans même s'en rendre compte, une logique brutale. Certaines victimes valaient plus que d'autres. Une femme blanche, classe moyenne, disparue dans une banlieue propre, déclenchait une enquête immédiate. Des moyens, de la presse. Une femme noire, toxicomane, sans domicile fixe, retrouvée morte dans un motel miteux, était souvent enregistrée en quelques heures et classée. Samuel Little le savait. Il l'a dit lui-même aux agents du FBI lors de ses interviews. Il pensait qu'il ne serait jamais attrapé parce que personne ne cherchait ses victimes. Il avait presque raison. Ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, en prison, Samuel Little, qui était artiste, a réalisé plus d'une vingtaine de portraits au crayon de ses victimes de mémoire. Des femmes dont personne ne connaissait le nom. Le FBI a publié ces portraits à partir de 2019 pour tenter d'identifier les victimes encore inconnues. Certaines ont été identifiées grâce à ces dessins. D'autres restent sans nom à ce jour. 93 meurtres avoués. Et certaines victimes n'ont toujours pas de prénom officiel. Samuel Little meurt le 30 décembre 2020 dans un hôpital de Californie à l'âge de 80 ans, en prison. Sans jamais avoir exprimé le moindre remords, lors de ses dernières interviews, il souriait en parlant de ses victimes. Il souriait. 93 meurtres avoués. Le serial killer le plus prolifique de l'histoire américaine selon le FBI. Et je suis prêt à parier que la moitié d'entre vous n'avez jamais entendu son nom avant ce soir. Le dernier de cette vidéo, c'est une autre catégorie. Un homme condamné à perpétuité qui a réussi à simuler sa propre mort, brûler un cadavre à sa place et s'enfuir. En 2022. Pas en 1970, en 2022.
on est en 2022. Pas en 1970, pas en 1985. L'année où tout le monde a un smartphone, l'année où les caméras de surveillance sont partout, l'année où Interpol peut tracer un suspect en quelques heures grâce aux données numériques. Cette année-là, un homme condamné à perpétuité dans une prison sud-africaine a brûlé un cadavre dans sa cellule, a fait croire que c'était lui, et a disparu. Pendant presque un an, voilà l'histoire de Thabo Bester. Thabo Bester, né le 13 juin 1986 à Johannesburg, Afrique du Sud. Enfance marquée par la pauvreté dans une Afrique du Sud post-apartheid encore profondément fracturée socialement. Très tôt, il développe une intelligence particulière manipulatrice, calculatrice, froide. Dans les années 2010, il opère principalement sur Facebook. Il crée de faux profils, se fait passer pour un homme riche, séduisant, influent. Il approche des femmes, gagne leur confiance, les attire dans des pièges. Les médias sud-africains le surnomment rapidement de Facebook rapiste, puis, quand la vérité sur ses meurtres éclate, de Facebook killer. En 2011, il plaide coupable pour 2 viols. En 2012, il plaide coupable pour meurtre. Le tribunal le condamne à la réclusion à perpétuité. Il est incarcéré à la prison de Mangaung, dans l'État libre d'Afrique du Sud, une prison privée gérée par le groupe G4S, l'un des plus grands prestataires de sécurité privée au monde. Tout le monde pensait que c'était terminé. Personne n'avait compris à qui ils avaient affaire. Le 3 mai 2022, les gardiens de la prison de Mangaung font une découverte terrifiante. Un corps calciné dans la cellule de Thabo Bester, brûlé au point d'être quasi méconnaissable. La conclusion initiale des autorités pénitentiaires, Thabo Bester s'est suicidé par le feu dans sa cellule. The Department of Correctional Services sud-africain enregistre officiellement son décès. Le dossier est fermé. Sauf que l'autopsie pratiquée dès le lendemain révèle quelque chose d'accablant. La personne retrouvée dans la cellule était déjà morte avant que le feu ne soit allumé. Ce n'est pas un suicide, c'est une mise en scène. Quelques mois plus tard, des journalistes d'investigation du média indépendant sud-africain Ground Up, Maresia Damons et Daniel Stein publient leurs premières questions. Des incohérences apparaissent. Le corps n'a jamais été formellement identifié par ADN dans les délais normaux. Les tests ADN réalisés en juillet 2022 ne correspondent pas à la mère biologique de Bester. Des caméras de surveillance présentent des lacunes inexpliquées. Des gardiens peinent à reconstituer la chronologie exacte de cette nuit du 3 mai. Et surtout, des sources affirment avoir vu Thabo Bester vivant en dehors de la prison après la date officielle de son décès. En juillet 2022, il est même arrêté pour excès de vitesse avec une fausse carte d'identité et relâché. Les policiers voient que le document est frauduleux mais ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils le laissent partir. L'enquête s'accélère. Ce que les autorités découvrent alors dépasse l'entendement. Bester n'était pas seul. Il avait une complice à l'extérieur, Nandifa Magudumana, médecin de profession, sa petite amie. C'est elle qui aurait procuré le cadavre utilisé pour simuler la mort de Bester. Un corps d'un homme décédé, introduit clandestinement dans la prison. Comment un cadavre entre dans une prison à sécurité maximale, gérée par une multinationale de la sécurité? C'est la question que toute l'Afrique du Sud s'est posée. La réponse implique des complicités internes, des gardiens corrompus, des procédures contournées, une faille systémique dans la gestion privée de Mangaung que le gouvernement sud-africain a tenté tardivement de corriger en reprenant le contrôle direct de l'établissement en janvier 2023. Pendant presque un an, Thabo Bester et Nandifa Magudumana vivent en fuite, non pas cachés dans une cave, mais dans un quartier luxueux de Johannesburg sous de fausses identités. Ils se déplacent, changent de pays. En avril 2023, 11 mois après la fuite, les autorités sud-africaines, avec la coopération de la Tanzanie, les localisent à Arusha, dans le nord du pays. Ils sont arrêtés le 7 avril 2023. L'arrestation est confirmée par le ministre de la Justice Ronald Lamola dans une déclaration officielle publiée le 8 avril 2023. Ils sont extradés en Afrique du Sud. Nandifa Magudumana fait face à de multiples chefs d'accusation incluant la complicité de fuite, le meurtre et la profanation de cadavres. Plusieurs gardiens de prison sont également mis en examen. Le procès est en cours. Cette histoire n'est pas juste celle d'un criminel intelligent, c'est l'histoire d'un système qui a failli, une prison privatisée où l'argent a pris le dessus sur la sécurité, des gardiens corrompus, des protocoles inexistants, un gouvernement qui savait dès octobre 2022 que Bester s'était évadé et qui n'a rien fait pendant des mois, jusqu'à ce que des journalistes publient les preuves. Thabo Bester n'a pas vaincu la justice grâce à son intelligence seule, il a vaincu la négligence, la corruption et l'arrogance d'un système qui pensait qu'une cellule suffisait à contenir un homme comme lui. Il est aujourd'hui de retour en prison en Afrique du Sud. Son procès suit son cours. Nandifa était médecin, elle avait fait 7 ans d'études pour sauver des vies, et elle a tout sacrifié pour un mec qui tuait des femmes sur Facebook. Moi j'envoie même pas un texto à 23h pour une fille, elle déplace des corps.
Respect. Mais dites-moi vous qui êtes amoureux, si votre partenaire vous demande un truc bizarre de ce genre ce soir, est-ce que vous serez capable de faire comme Nandifa? Laissez votre réponse en commentaire, parce qu'on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, et j'ai quelque chose à vous dire. On vient de parler de 4 hommes, Luis Alfredo Garavito, un vendeur ambulant colombien qui parcourait des centaines de kilomètres à pied pour trouver ses victimes. Au moins 138 enfants, peut-être 300. Andrei Chikatilo, un instituteur soviétique que son propre gouvernement a protégé par orgueil politique, 52 victimes confirmées, un innocent exécuté à sa place. Samuel Little, un homme arrêté plus de 25 fois par la police américaine, 93 meurtres. Le serial killer le plus prolifique de l'histoire des États-Unis et des victimes dont certaines n'ont toujours pas de nom aujourd'hui. Thabo Bester, un homme condamné à perpétuité qui a brûlé un cadavre dans sa cellule, trompé tout un système pénitentiaire et vécu en liberté pendant presque un an en 2022. 4 hommes, 4 pays, des centaines de victimes. Et un point commun qui devrait nous déranger profondément. Ces 4 histoires ne sont pas des histoires de monstres exceptionnels. Ce sont des histoires de systèmes qui ont échoué. En Colombie, une loi qui n'était pas préparée à juger un homme comme Garavito. En URSS, un régime trop orgueilleux pour admettre qu'un serial killer pouvait exister sur son territoire. Aux États-Unis, une société qui décidait inconsciemment que certaines vies valaient moins que d'autres, et donc que certains meurtres méritaient moins d'attention. En Afrique du Sud, une prison privatisée où la corruption a ouvert une porte à un homme qui n'aurait jamais dû revoir la lumière du jour. À chaque fois, ce n'est pas juste le criminel qui a failli, c'est nos institutions. C'est notre façon collective de décider qui mérite qu'on se batte pour eux. Et ça, c'est peut-être la réalité la plus choquante de toute cette vidéo. Maintenant, j'ai besoin de vous. Première question, et je veux vraiment lire vos réponses en commentaire. Lequel de ces 4 cas vous a le plus choqué et pourquoi? Deuxième question, est-ce que vous pensez que les médias ignorent volontairement certains serial killers? Ou c'est juste une question de géographie et de langue? Ces 2 questions. En commentaire. Maintenant. Parce que cette chaîne existe pour parler de ce que personne d'autre ne dit. Et vos commentaires me montrent que vous êtes là pour les mêmes raisons que moi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Pas pour les vues, pour les victimes, pour que leur nom existe quelque part sur internet. Garavito, Chikatilo, Little, Bester. Ces noms méritent d'être connus. Pas pour glorifier ces hommes, mais pour ne jamais oublier ce qu'ils ont fait, et ce que nos systèmes ont laissé faire. Je m'appelle Momo, et cette chaîne s'appelle Crazy True Facts pour une raison. Parce que la réalité, la vraie, est souvent bien plus choquante que n'importe quelle fiction. La prochaine vidéo arrive bientôt, et je vous promets, vous n'êtes pas prêts. Abonnez-vous, activez la cloche, et restez éveillés. Parce que le monde a des secrets, et on est là pour les exposer.